L'IRM rectal constitue l'examen clé dans le bilan préthérapeutique parce qu'elle influence le choix de traitement néoadjuvant, également le type de chirurgie, donc ça vous le savez plus que moi, et également elle permet d'orienter la prise en charge chirurgicale dans le sens de conserver le sphincter ou pas. Alors là, j'aimerais vous rappeler que lorsque vous avez une tumeur qui siège au niveau du haut rectum, ce qu'il faut demander, c'est un coloscanner. Donc pour le bilan d'extension loco-régional, il ne faut pas demander d'IRM rectal. Et lorsque vous avez un cancer ou une tumeur au niveau du moyen et du bas rectum, là, c'est une indication de l'IRM du rectum. Donc là, il faut vraiment faire la part des choses. Ça ne sert à rien de demander une IRM lorsque vous avez une tumeur au niveau du rectum. Le coloscanner peut faire l'affaire. Et bien sûr, pour les deux, c'est pour faire le bilan d'extension donc à distance, c'est un scanner thoraco-abdominopelvien. Alors là, le radiologue essaie de donner un compte rendu standardisé pour essayer de répondre aux questions donc de cliniciens, donc du chirurgien et du clinicien. Donc il permet, ou ce compte rendu radiologique permet de localiser la tumeur, d'apprécier l'envahissement de la circonférence, de chercher la distance du pôle inférieur de la tumeur par rapport au sphincter interne, d'évaluer le statut T, de chercher ou d'apprécier la marge de résection latérale ou circonférentielle, d'évaluer le statut N et lorsqu'on est devant une tumeur du bas rectum, de chercher s'il y a ou non une atteinte sphinctérienne. Et bien sûr, comme vous le savez, ça conditionne la prise en charge thérapeutique. Donc, l'IRM permet de localiser la tumeur. Il est aisé de localiser le rectum, donc en mesurant la distance qui sépare le pôle inférieur de la tumeur par rapport soit au faisceau puborectal ou par rapport à la marge anale. Donc, on choisit les coupes sagittales et on mesure cette distance. Également, l'IRM permet de chercher le siège de la tumeur par rapport au péritoine. Est-ce qu'elle siège au niveau d'un rectum péritonisé ou pas? Donc ça, l'IRM aussi peut répondre à cette question. Alors, l'IRM cherche l'envahissement circonférentiel de la tumeur. Donc, le plus souvent, on l'identifie sur la coupe axiale. Donc, est-ce qu'elle est antérieure, postérieure, latérale et les dimensions. Donc, un compte rendu doit toujours définir les dimensions de la tumeur puisque ça va être un moyen de voir l'évolution sous traitement. Et actuellement, on mesure sur console dédiée le volume tumoral. Alors, l'IRM permet également d'apprécier la distance qui sépare le pôle inférieur de la tumeur du sphincter interne. Alors, comme vous savez, lorsque cette distance elle est supérieure à 2 cm par rapport au sphincter interne, la chirurgie, elle va respecter l'appareil sphinctérien. Ici, vous avez deux patients. Vous voyez que sur une coupe sagittale, donc IRM sagittale, vous voyez l'épaississement tumoral et la distance par rapport au sphincter interne, alors que là, vous avez un envahissement du sphincter interne. Alors, le statut T, donc l'IRM permet d'apprécier le statut T. On va voir que c'est surtout pour le T3 et le T4. Donc, lorsqu'on parle d'un statut T1, T2, il n'y a pas de franchissement de la couche musculeuse. Et le plus souvent, nos patients arrivent à un stade tardif. Donc là, vous avez un patient qui a une tumeur qui ne franchit pas la musculeuse. Ici, vous avez une coupe axiale, une coupe sagittale et une coupe axiale après injection de produit de contraste. C'était une tumeur classée T2 et confirmée à l'écho-endoscopie. Alors, concernant le stade T3, quand est-ce qu'on parle d'un stade T3? Alors, le stade T3, on le définit par l'invasion extramurale, c'est-à-dire le degré d'envahissement ou de l'espace extra-pariétal. C'est ce qu'on appelle l'extramural spread. Alors, et ça nous permet de définir le T3 fort et le T3 faible. Donc, cette profondeur de l'invasion du mésorectum est un marqueur de pronostic majeur. Donc ici, vous avez un patient qui a une tumeur du moyen rectum, coupe sagittale, coupe coronale. Et ici, vous voyez que sur une coupe axiale, on mesure le degré d'extension extrapariétale et c'est inférieur à 5 mm. On peut parler d'un T3 faible. Contrairement à ce patient, donc là, vous voyez,
On a la musculeuse ici, donc il y a le degré d'extension extrapariétale qui est important. Donc ici, c'est un T3 fort. Alors le stade de T4A désigne la perforation du péritoine. Regardez ici, j'ai un processus tumoral et là, j'ai le péritoine avec donc une extension vers ce péritoine. Et le T4B désigne un envahissement des organes de voisinage. Donc ce sont des exemples. Là, vous avez une coupe donc sagittale, coronale, axiale. Et là, on retrouve les éléments anatomiques qui ont été décrites par la présentation du professeur Etlenim. Donc là, vous avez un envahissement de l'utérus, donc c'est un T4. Alors, l'IRM permet également de préciser la marge de résection circonférentielle ou latérale. Alors, cette marge, c'est la distance minimale qui sépare la tumeur, le ganglion ou le dépôt tumoral par rapport au fascia recti. Et comme vous le savez, ça a une valeur pronostique. Lorsque cette marge est inférieure à 1 mm, elle est considérée comme positive. Donc ici, vous avez un exemple. Donc là, vous voyez que cette marge, elle est inférieure à 1 mm. Voilà. Donc, bien sûr, il y a un risque accru de métastase et de récidive lorsqu'on a une marge positive. Alors, l'envahissement veno-extramural doit être également décrit sur le compte rendu radiologique. Donc, il est présent dans 52% des pièces anatomo-pathologiques et c'est un facteur de mauvais pronostic également. Donc, on le détecte en IRM par la présence d'un vaisseau proche de l'épaississement tumoral qui a le même signal avec un rehaussement. Voilà, donc là c'est un exemple, vous voyez l'épaississement tumoral et vous voyez ce vaisseau qui est épaissi, donc rehaussé après injection de produit de contraste. Alors le statut N, l'IRM permet donc de chercher l'atteinte ganglionnaire, donc au niveau du mésorectum, au niveau présacré, on regarde des promontoires et également donc au niveau de l'espace extra-mésorectal. Donc là c'est important, comme ça a été dit, pour le champ d'irradiation. Alors là, pour reconnaître un ganglion pathologique ou tumoral, les critères ou le critère de taille, on est très limité en imagerie. Alors parfois, le ganglion peut avoir une taille normale et être donc pathologique, et parfois on peut avoir un ganglion inflammatoire, mais qui n'est pas tumoral. Donc on a un cutoff de 1 à 6 mm. Et c'est surtout, on se base essentiellement sur les critères morphologiques pour dire voilà, c'est un ganglion pathologique, à savoir les bords flous, irréguliers, le contenu hétérogène, l'hypersignal T2 et l'hypersignal sur les séquences de diffusion. Alors, pour les tumeurs du bas rectum, l'atteinte sphinctérienne, elle est très bien précisée par l'IRM parce qu'elle a une très bonne résolution spatiale. Alors, la marge latérale, elle permet d'apprécier la marge latérale, donc le plan de clivage entre la tumeur et le faisceau iliococcygien, vous voyez ici. Donc là, la marge latérale, elle est supérieure à 1 mm. Et là, vous voyez un énorme processus lésionnel avec envahissement donc, de l'iliococcygien. Alors, l'IRM permet également d'apprécier la distance de la tumeur par rapport donc, au sphincter interne. Et par rapport donc, au muscle de le releveur de l'anus, ici, une coupe coronale, vous voyez l'épaississement tumoral. Et là, vous voyez, on a un iliococcygien. Donc, quand même, on a un liseré de séparation. Et là, vous voyez qu'on a une infiltration de l'iliococcygien avec une extension vers le sphincter interne. Donc, ça permet bien sûr d'orienter la prise en charge chirurgicale. Ici, vous avez un patient qui avait une petite tumeur au niveau du canal anal. Vous voyez, c'est une toute petite tumeur en hypersignal T2. On la voit ici, rehaussée. Et là, vous avez un processus donc, qui infiltre le puborectal et également donc, le sphincter interne. Donc là, c'est un patient qui a un envahissement prostatique. Vous voyez, j'ai le processus tumoral avec une extension au niveau de la base prostatique gauche. Donc, il est classé T4. Au terme de cette analyse, l'IRM va pouvoir identifier les patients qui ont des critères de bon pronostic, notamment avec une marge circonférentielle supérieure à 1 mm, un T1 ou T2 ou classé T3 faible. Lorsqu'on n'a pas d'atteinte vasculaire, lorsque le staging ganglionnaire il est à N0, N1, et lorsque la tumeur siège au niveau du haut ou du moyen rectum, ceci bien sûr va avoir des conséquences. Lorsque ces patients ont des critères de mauvais pronostic, on aura une intensification des thérapies néoadjuvantes et la réalisation systématique d'une IRM hépatique et parfois même du
PET scanner. Alors là, on a vu l'intérêt de l'IRM. Alors, quelles sont ses limites? Alors, les limites de l'IRM, c'est qu'il sous-estime les stades T1 et T2, donc d'où l'intérêt de l'écho-endoscopie. Elle surestime les stades T3, dû à une réaction desmoplastique de la tumeur. Et la marge latérale, elle est parfois difficile à apprécier. C'est les sujets qui sont maigres lorsqu'on a une tumeur antérieure et lorsqu'on est devant des tumeurs du bas rectum. Et également, comme ça a été dit, donc, lorsqu'on est devant un ganglion, donc pathologique, mais qui a une taille normale. Alors pour terminer, l'IRM rectal est un examen de référence, donc pour tout ce qui est cancer du moyen et du bas rectum. J'ai mis la technique donc en rouge, alors l'IRM pour qu'elle soit bien interprétée et pour qu'elle réponde aux questions de chirurgien, il faut qu'elle soit techniquement bien faite, il faut faire toutes les séquences pour donc dégager les renseignements qu'il faut. Et cet IRM rectal donc, permet bien sûr d'orienter la prise en charge donc, chirurgicale et la décision d'un traitement néoadjuvant. Donc, je vous rappelle que pour les stades T1, T2, c'est l'échondoscopie. Tout ce qui est T3, T4, c'est l'IRM. Et bien sûr, donc on n'insisterait jamais sur la décision, donc la nécessité d'avoir une expertise pluridisciplinaire. Merci.